La Ligue des Champions est bel et bien de retour et on connaît désormais les 8 quarts de finalistes des quarts de finale qui commenceront dès mercredi. Alors pour bien s'y préparer, on va s'intéresser à comment jouent les 8 meilleures équipes d'Europe. Hey, j'espère que vous allez bien et j'espère que votre équipe préférée va bien. Si votre équipe préférée fait partie des 8 meilleures formations d'Europe, félicitations, vous avez de quoi être très heureux. Personnellement, la Ligue des Champions, c'est clairement ma compétition préférée. 3 heures après chaque match, je suis encore incapable de dormir parce que l'excitation continue à parcourir mon corps et c'est tout naturellement que je devais faire une vidéo sur ce qui va nous occuper footballistiquement ces jours-ci. Analyser en détail le jeu des 8 meilleurs clubs européens, ce serait trop de travail, ce serait une vidéo trop longue, alors j'ai choisi d'analyser leur jeu au travers d'un principe que j'estime représentatif de leur jeu dans la globalité. Commençons par le Bayern Munich. Bayern München ist eine fantastische Mannschaft, sie spielen wirklich gut und ich denke, dass die Männer von Hansi Flick gute Chancen haben, den Titel zu gewinnen. 9 ans d'allemand mon pote. Non, plus sérieusement, j'en avais d'ailleurs fait une vidéo, le Bayern c'est une équipe qui a vécu 6 derniers mois fantastiques et ils peuvent se targuer d'avoir quelque chose que pas toutes les équipes présentes à ce stade de la compétition ont, une animation collective cohérente. Ça, c'est absolument indispensable, ce qui peut en revanche, et ce qu'il faut noter, faire la différence dans une compétition aussi imprévisible que la Ligue des Champions, c'est la capacité des joueurs à produire des différences individuelles plutôt que de ne pas en produire. Dans ce rayon-là, les Bavarois sont également servis, notamment parce que sur les côtés, ils ont 2 ailiers, Gnabry et Coman, capables d'éliminer. Et si vous arrivez à éliminer un joueur, vous créez la panique dans le bloc adverse. Mais à la rigueur, il y a d'autres équipes, quarts de finalistes, qui ont ces profils-là. En revanche, il y a un profil que personne n'a, c'est celui d'Alphonso Davies, un latéral qui constitue à lui seul un système offensif. Si vous lui donnez le ballon à l'arrêt, il est capable d'effacer un joueur. Si vous lui donnez le ballon dans l'espace, c'est pas qu'il est capable d'effacer un joueur, c'est qu'il va le faire. Il est absolument inarrêtable une fois qu'il est lancé. Je vois aucune autre équipe qui a ce profil de latéral-là. Angelino, c'est un joueur qui joue sur le côté et qui peut faire des différences individuelles, mais c'est davantage un extérieur qu'un latéral. Et puis, on ne va pas non plus comparer Angelino à Alphonso Davies. Bref, dans ce Bayern-là qui fonctionne très bien, les déboulés d'Alphonso Davies dans les derniers mètres peuvent être le facteur X. Passons à l'Atalanta. Avec l'Atalanta, j'ai un peu le même problème qu'avec l'Ajax de la saison passée, c'est-à-dire une incapacité à dégager des principes de jeu au niveau micro qui permettra au moins de comprendre pourquoi tel joueur joue comme il joue, pourquoi est-ce qu'il se comporte comme il se comporte. En fouillant un peu, je me suis rendu compte que j'étais clairement pas le seul dans ce cas de figure-là. Ça m'a d'ailleurs rendu très heureux et j'ai trouvé un journaliste argentin qui disait la chose suivante. Le secret offensif de l'Atalanta, c'est que vous pourrez l'étudier tout ce que vous voulez, vous pourrez uniquement extraire certains principes de jeu généraux. Tout le reste est caché sous la couverture d'une anarchie au travers de laquelle vogue une absence de stéréotypes. Et c'est vrai, tout ce que l'Atalanta fait, c'est pas stéréotypé, c'est extrêmement original. Le terme qui me venait à l'esprit pour décrire cette équipe-là, c'est une anarchie organisée et c'est Nicolas Bourdisso qui disait « J'ai joué 3 ans sous Gasperini, je le connais par cœur, c'est un désordre organisé. » On retrouve un peu cette même idée-là. Selon moi, l'Atalanta, c'est une ruche. C'est une ruche de par le bourdonnement constant, de l'activité constante, mais également de par le fait que chaque abeille sait exactement ce qu'elle doit faire. Et pour les non-initiés, c'est extrêmement difficile de comprendre quelles sont les tâches des ouvriers, parce que tout ce qu'on voit, c'est un tourbillon qui nous étourdit. Le joueur le plus représentatif de ça, c'est évidemment Papu Gomez. Papu Gomez sur le terrain, on a l'impression qu'il se déplace comme bon lui semble, à sa guise. En réalité, tout ce qu'il fait, c'est extrêmement intelligent, réfléchi, et c'est peut-être le joueur européen qui interprète le mieux le jeu avec Léo Messi, évidemment. Mais cette capacité à se retrouver à peu près n'importe où, on a l'impression qu'il se retrouve partout, sauf là où il devrait être, on le retrouve chez d'autres joueurs, typiquement les centraux qui tout d'un coup se retrouvent en position d'intérieur, les extérieurs qui se retrouvent ailiers, ou alors les intérieurs qui se retrouvent à prendre en charge la relance. L'Atalanta, c'est une équipe qui a cette capacité à vous soumettre et à vous faire rentrer dans la matrice. Quand l'Atalanta est in the zone, pour les adversaires, c'est extrêmement difficile d'en sortir. Si vous voulez vous en sortir, vous avez besoin d'un joueur qui est capable de s'affranchir de toutes les contraintes tactiques. Un virtuose, typiquement un Dybala ou un Neymar. Un joueur capable de se libérer du pressing, même quand il est marqué de près. Un joueur capable de se retourner avec ballon. Un joueur capable de risquer là où les autres joueurs n'oseraient pas le faire et de réussir cette prise de risque. Et enfin,
un autre joueur, un acolyte, capable de jouer en pivot, parce que si vous voulez vous sortir du pressing extrêmement insistant de l'Atalanta, vous devez être en mesure de savoir comment jouer le troisième homme. L'Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone. Il y a un Atlético pour les matchs courants de Liga, et un autre Atlético pour les grands matchs. Et en Ligue des Champions, on a tendance à voir l'Atlético des grands matchs qu'un Atlético beaucoup plus conservateur, un Atlético qui défend beaucoup plus bas. Ça porte ses fruits, N'empêche qu'il doit quand même conserver une certaine menace offensive. Et il arrive à le faire parce que sa transition offensive est bonne. C'est l'action que j'ai choisie pour illustrer le jeu de l'Atlético. Plusieurs fois cette saison, contre des grosses équipes, il a usé de sa transition offensive et il a fait extrêmement mal à ses adversaires. Les matchs contre Liverpool et celui contre le Barça, le 2-2, sont les plus représentatifs de ça. Déjà, et c'est pas gagné, mais ils ont un Diego Costa qui arrive cette saison, à défaut d'être bon partout dans le jeu, surtout dans le dernier tiers, à savoir plutôt comment jouer en pivot, à savoir assez bien interpréter comment jouer la transition offensive. Est-ce que je décharge sur un côté pour un ailier? Est-ce que je joue le relais? Il s'en sort plutôt bien, mais les joueurs qui le font le mieux, c'est évidemment Correa, très fin quand il est sous pression au moment d'effectuer la transition offensive, mais surtout le génial João Félix. Là, le Portugais, il n'a pas d'égal dans l'effectif de l'Atlético de Madrid. Sachant que l'Atlético a des bons passeurs sur les premiers mètres, tels que Koke ou Thomas Partey, ça lui permet de trouver ce Diego Costa, ce Félix ou ce Correa entre les lignes, et à partir de là, ils savent quoi faire, ils savent comment progresser. D'autant plus qu'ils ont à chaque fois un ailier dans le lot, ou alors un Marcos Llorente qui est fort dans les grands espaces. Marcos Llorente, c'est la découverte de Simeone sur ces derniers mois. Il le positionne de façon à ce qu'il puisse attaquer la profondeur et gagner des mètres à lui tout seul. Si l'Atlético arrive à connecter ces différentes pièces entre elles, il faudra pour ça qu'Oblak soit fort dans sa surface, ça ne me fait pas de souci. Il faudra que Felipe Montero et son accompagnant soient forts dans la surface, ça devrait aller aussi. Il faudra surtout que leur premier passeur soit bon. Beaucoup de responsabilités sur les épaules de Koke et de Thomas Partey. Mais s'ils arrivent à se trouver entre eux, ce ne sera pas facile d'affronter cet Atlético-là. Si on a parlé des Colchoneros, il faut parler de leur rival, le Rasenballsport Leipzig. Ce sont là peut-être les deux meilleures transitions européennes qui s'affrontent. Il y a débat, mais en tout cas, ce sont deux excellentes transitions offensives. L'action que j'ai choisie pour représenter le jeu des Allemands, ce sont les projections de Marcel Sabitzer aux abords de la surface. Il a marqué de cette façon-là un certain nombre de buts cette saison. Les plus emblématiques étant évidemment les buts contre Tottenham en 8e de finale. Leipzig, c'est une équipe qui est construite avec des joueurs vraiment capables d'avaler les mètres. Pas seulement sans ballon, mais également avec ballon. C'est des joueurs, si tu leur donnes le ballon, ils peuvent gagner des mètres balle au pied. Que ce soit Nkunku, que ce soit Angelino, que ce soit Sabitzer, que ce soit Konrad Laimer, bref, des joueurs qui ont un gros volume de jeu, comme on aime dire un peu vulgairement, mais ça veut dire ça. Ça veut dire que c'est des joueurs capables de se projeter avec son ballon aux abords de la surface pour offrir des solutions sur les premiers mètres. Un peu comme l'Atalanta, bien que le style soit complètement différent, chaque joueur de Leipzig sait pertinemment ce qu'il doit faire. Le PSG. Le PSG, c'est pas forcément une action positive que je veux mettre en lumière, mais vous allez voir pourquoi. C'est intimement lié au rival auquel il doit faire face. Les centraux du PSG, à la relance, ils prennent peu de risques et même plus que ça, peu d'initiatives. Et du coup, quand ils ont un pressing intéressant face à eux, ça pose de gros problèmes. Ça force à chaque fois les intérieurs, que ce soit Verratti ou Gueye, à décrocher. Le problème, c'est que Gueye, c'est un peu comme ces centraux-là, à la relance, c'est pas forcément le joueur le plus créatif et le plus courageux, si on peut dire, sans que ce soit forcément péjoratif, mais le plus prompt, le plus à l'aise à l'idée de prendre des risques. Ce qui finit souvent par se passer, c'est que le PSG accumule beaucoup de monde derrière la ligne de pression, et ça, c'est du monde que vous perdez plus haut sur le terrain. Au final, on voit souvent Neymar ou Di Maria décrocher pour faciliter un peu le jeu sur les premiers mètres et pour trouver des solutions grâce à leur talent individuel. L'Atalanta, c'est exactement une équipe qui va proposer ce genre de pressing difficile à débloquer. Raison pour laquelle tant de choses reposent sur les épaules de Neymar. Car si le pressing de l'Atalanta est annulé, si le PSG arrive à passer ce premier péage, je me fais aucun souci pour lui. La force de frappe parisienne est infiniment supérieure à l'arrière-garde de la DA. Infiniment. Mais la question à 1 million, c'est comment contourner ce pressing-là, sachant que Verratti, ton meilleur milieu sous pression, est absent. On a encore vu d'ailleurs son importance capitale dans ce registre en finale de la Coupe de la Ligue.
Sachant que Di Maria est absent, que Becker souffre comme personne sous pression, que tu perds la menace Mbappé dans l'espace si jamais tu décides de jouer plus direct, une alternative toujours utile, et qu'enfin, ton avant-centre qui pourrait être nécessaire pour jouer en pivot et remiser s'appelle Icardi, ce qui signifie des participations sporadiques dans le jeu de sa part. Encore faut-il que ce dernier soit apte. Je le répète, si le PSG arrive à amener le ballon dans le dernier tiers, l'Atalanta a de quoi trembler. Mais, comment y arriver ? Le Manchester City de Pep Guardiola. Bon, de toute façon, cette équipe, elle sait à peu près tout faire. Et ce City-là, c'est peut-être l'équipe de Guardiola qui est la plus polyvalente. Ça lui a joué certains tours cette saison, je pense, mais typiquement pour le match aller contre le Real Madrid, ça a joué en sa faveur, cette capacité à être un peu plus attentiste, à être un peu plus sur la défensive pour pouvoir mieux piquer ensuite, tel Mohamed Ali. City, il a tellement de bons joueurs qu'on pourrait mettre en lumière plein d'actions différentes. Celle que j'ai choisie, c'est celle où Riyad Mahrez reçoit le ballon sur le côté, collé à la ligne de touche, et là, beaucoup de choses peuvent se passer. Pourquoi ? Parce que Mahrez, il est tellement bon dans le dribble qu'il va éliminer un joueur assez facilement. Quand vous attaquez des blocs bas, j'en parlais avec l'exemple du Bayern, c'est absolument vital d'avoir ce genre de joueur-là. C'est une caractéristique que les deux équipes partagent. Le truc, c'est que quand Mahrez, il va recevoir le ballon, avant même d'avoir fait son dribble, il aura fixé son vis-à-vis. Et là, ça ouvre un espace à l'intérieur dans lequel peut s'engouffrer à peu près n'importe quel Citizen. Parce que Kevin De Bruyne, lui, c'est son espace préférentiel quand il va attaquer ce space-là en profondeur. Il n'y a personne dans le foot européen qui fait ça aussi bien que lui. Luka Modric le faisait extrêmement bien il y a quelques années, mais maintenant c'est clairement devenu le terrain de Kevin De Bruyne. Sinon, celui qui peut s'engouffrer dans cette brèche-là, c'est Bernardo Silva dans un autre registre. On peut même imaginer pourquoi pas qu'un latéral puisse profiter de cet espace-là, qui aura été libéré par le fait que Mahrez aura fixé sur son côté. Ce qui est fou avec Guardiola, c'est que même si Mahrez ne joue pas, il va trouver une alternative pour créer cet espace à l'intérieur, si profitable à KDB. Au retour contre le Real, par exemple, faux neuf. Ce qui est fou avec Guardiola, c'est que même si Mahrez ne joue pas, il va trouver une alternative pour créer cet espace à l'intérieur, si profitable à KDB. Au retour contre le Real, par exemple, Foden en faux neuf, il a créé plein de problèmes à l'intérieur pour les Madrilènes et c'était un peu les journées portes ouvertes. Le Barça, il a plein de problèmes, c'est pas nouveau, et quand Quique Setien est arrivé en février, j'avais fait une vidéo où je disais mon pessimisme au sujet de l'avenir de cette équipe, au sujet de la possibilité de trouver une animation qui lui conviendrait, une animation qui sera satisfaisante pour tout le monde. On n'a pas réussi, c'est pas forcément choquant pour moi. L'action que j'ai choisie, c'est une action qui est effectuée par Riqui Puig. Riqui Puig, c'est pas dit qu'il joue les gros matchs parce qu'il n'a pas joué tous les matchs non plus, mais Riqui Puig, c'est ce joueur qui va un peu agiter l'arbre afin d'en faire tomber les fruits. Cette action, elle consiste pour lui, à partir de la position d'intérieur gauche, à rentrer sur son pied droit et à conduire le ballon en diagonale à l'intérieur du terrain. Cette action est intéressante pour deux raisons. D'une part, parce que Riqui Puig, c'est le joueur qui va faire qu'il y a des choses qui se passent au milieu de terrain. Il n'y a aucun autre joueur du Barça actuellement au milieu qui est capable de produire autant de choses que Riqui Puig. Quand il joue, on a vraiment l'impression que, ok, enfin, on voit des choses qui arrivent sous nos yeux. La deuxième raison pour laquelle j'ai choisi cette action, c'est qu'elle est quand même représentative d'un certain mal côté Blaugrana. La raison pour laquelle Riqui Puig doit user de cette conduite de balle à l'intérieur, user et en abuser même, sans qu'on puisse non plus trop lui en tenir rigueur, c'est qu'il n'y a pas forcément d'autres solutions qui permettent de faire avancer le Barça. Trouver Jordi Alba, c'est facile, mais trouver un Jordi Alba qui permet de faire avancer l'équipe, ça c'est très difficile. Du coup, Riqui Puig, qu'est-ce qu'il fait ? Il avance dans le terrain, il avance, il ne peut pas avancer tout droit parce que c'est bouché, il avance en diagonale, il espère trouver une ligne de passe qui permettra à son équipe de gagner des mètres. Et enfin, l'Olympique Lyonnais. Ce que vous devez savoir, c'est que toutes les scènes de cette vidéo ont été tournées à l'avance car je partais en vacances et, homme de peu de fois que j'étais, j'en ai tourné aucune pour l'OL, ne croyant pas une qualification de ces derniers. Du coup, on va aborder le cas lyonnais en voix off, mes excuses à mes amis les Gones. Cette OL, c'est typiquement une équipe contre laquelle mieux vaut avoir les idées claires. Sans ça, toutes tes carences vont être exposées, comme l'ont été celles du PSG et de la Juve. On peut dire que le plan de Rudi Garcia il est attentiste, peu ambitieux, incapable de faire de cette équipe une équipe qui agit au lieu de réagir. N'empêche que face aux grosses formations, il est pertinent. Ou du moins, face aux grosses formations qui ont des problèmes. Ce que j'ai choisi de retenir de cette équipe, c'est le rôle des extérieurs, à savoir Cornet et Dubois, et plus particulièrement leur rôle sans ballon. Ils n'ont pas la tâche la plus facile et ils l'interprètent assez bien malgré les limites apparentes de ces deux joueurs-là. Dès que l'équipe se retrouve en bloc médian, leur rôle il est aussi crucial que délicat. Parce qu'ils sont toujours entre deux eaux. Soit ils sortent sur le latéral adverse pour le gêner, ou alors
ils choisissent de rester avec leur ailier. Un des ajustements, une mauvaise interprétation, une sortie alors qu'il ne fallait pas sortir ou l'inverse, et l'OL ouvre la porte beaucoup trop tôt par rapport à ce que Garcia demande. Parce qu'en cherchant à fermer les lignes de passe au milieu avec le trio Cacré, Aouar, Guimaraes, son équipe force l'adversaire à se diriger petit à petit vers l'extérieur. Et une fois que l'OL se retrouve en bloc bas, l'adversaire, lui, se retrouve à nouveau face à Cornet et Dubois qui cette fois sont redescendus, formant une ligne de 5 avec les centraux, une ligne encore plus compliquée à passer. Mais s'ils ouvrent la porte trop tôt, alors l'adversaire il passe par les côtés rapidement dans l'action et il s'en va directement affronter les centraux lyonnais qui doivent dézonner. C'était le cas par exemple contre le PSG avec ce duel Denayer-Neymar. Bref, il faut avoir les idées claires contre l'OL et avoir de la patience pour désarmer son bloc. Tout ce que la Juve n'a pas fait vont rapidement marquer 3 buts, mais tout ce que City a l'habitude de faire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui, j'espère, vous aura plu, vidéo à travers laquelle j'aurais essayé d'expliquer succinctement le jeu des 8 meilleures équipes européennes, de pointer du doigt certains détails et j'espère que après cette vidéo vous êtes plus excités que jamais pour les quarts de finale de la Ligue des Champions et que vous avez quelques clés de lecture que vous n'avez pas avant, j'espère en tout cas, c'est ma modeste contribution du jour. Nous on se retrouve comme d'habitude dans une semaine. Dimanche 10h, on parlera de quoi évidemment? De Ligue des Champions à l'Euro parce que c'est ce qui occupe nos pensées footballistiques ces temps. D'ici là, portez-vous bien. Allez, à toutes!